Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Eh bien, bonjour, on est toujours avec Thomas. Thomas, je ne sais même pas où. T'es où là, t'es en France, t'es en Espagne, t'es où? Non, là, je suis en Sicile, pour être En Sicile. J'habite en Sicile depuis un an. Voilà. Ah, t'habites en Sicile depuis un an. Voilà. Donc, Voilà. bon, il est très très loin, mais en même temps, il est dans un lieu magnifique. La Sicile, c'est extraordinaire. Et donc, t'as glissé après les jeux vidéo et puis les limites que tu as trouvées, t'as glissé vers la haute technologie. Mais moi, quand tu m'as expliqué un petit peu, j'ai eu l'impression que tu parlais exactement du même métier. Alors, explique-moi quelle est la différence entre le travail de com que tu faisais avec les jeux vidéo et puis ce que tu faisais avec la haute technologie. Avec plaisir. Écoute, c'est vrai que c'est au final, et bonjour à tous, hein. C'est effectivement un peu le même métier, d'autant que j'étais dans une entreprise qui faisait un peu les deux. Moi, je bossais chez Microsoft, donc très très grande entreprise que je pense que vous êtes beaucoup à connaître, qui fait aussi des jeux vidéo avec sa filiale Xbox, mais qui fait plein d'autres choses, notamment des PC, Windows, que vous êtes très nombreux à utiliser, j'en suis sûr, et plein d'autres services très divers et variés. Et en fait, c'est un peu le même métier, mais disons que ça élargit les thématiques parce qu'on n'est pas seulement à vendre des jeux vidéo, on est aussi à vendre en fait tout ce qu'on utilise au quotidien, que ce soit comment vous tapez sur votre ordinateur, les recherches que vous pouvez faire sur Internet, comment sont stockées les données de vos photos que vous avez sur vos applications, vos téléphones, etc., etc. Donc en fait, on est sur vraiment tout ce qui les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Donc on va expliquer ce que c'est exactement. Globalement, mais le métier reste le même. C'est parler avec des journalistes, parler avec des gens qui produisent du contenu, que ce soit sur YouTube, etc., gérer des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, etc., écrire des articles qui vulgarisent et qui expliquent des démarches. Ça va être plein de choses comme ça. Donc ça reste globalement le même métier, mais sur des sujets qui sont un peu plus variés. Et donc ça, je l'ai fait quelques années. Voilà, chez Microsoft. Ouais. Est-ce que, par exemple, parce que c'est la grande mode, est-ce que vous travailliez à cette époque-là avec des influenceurs, par exemple? Ou est-ce que tout à fait. Si, tout à fait. Effectivement, on travaillait beaucoup avec, notamment dans le jeu vidéo, parce que les plus gros influenceurs en France, comme dans beaucoup de pays, viennent du jeu vidéo. Maintenant, les Squeezie et compagnie, et donc on bossait avec beaucoup de ces gens-là. On bossait même avec des sportifs. Moi, j'ai eu la chance il a annoncé sa retraite internationale il y a pas longtemps, j'ai eu la chance de faire des appels avec Antoine Griezmann, qui est très sympa d'ailleurs, franchement, parce que on était en train de faire un partenariat avec lui autour de Xbox. Donc voilà, tu discutes avec des gens qui ont de l'influence, et ça peut être ce qu'on appelle des influenceurs, mais en fait, ça peut être toute personne beaucoup de gens qui le suivent est un influenceur par définition. C'est vrai pour les sportifs, les politiques, tout ce que tu veux au final. D'accord. Les acteurs, c'est ça. Donc tout ce qui pouvait apporter quelque chose à la marque ou au produit, bien entendu, vous étiez preneur. Voilà. Tant que c'était cohérent, on va dire, avec l'image de la marque et du produit. Mais oui, dans l'idée de la communication, c'est de faire le plus de bruit possible autour de ça. Alors, en toute petite aparté, on parle pas de Griezmann, hein, je pense qu'il a fait ça gratuitement, mais un influenceur, vous le payez pour parler de votre marque? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des cas de figure, ça dépend complètement des cas de figure. Mais il y en a certains qui vont, par exemple, recevoir des infos sur un jeu ou un produit et qui sont intéressés de base et vont faire. Si c'est des opérations qui sont plus larges, effectivement, il y a rémunération. D'accord. Ça c'est sûr. Ça dépend un peu des cas. Ouais. Voilà. Alors, j'ai l'impression que, pour parler de low-tech, c'est que tu as eu un petit peu marre de cette vente forcée, j'ai envie de dire. C'est sans doute pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça quand même. Surtout quand on parle de Microsoft et de Word, par exemple. Donc, tu es allé vers la low-tech. Alors, raconte-nous ce que c'est que la low-tech. C'est ce que tu fais en ce moment. Écoute, c'est vrai qu'en fait mais il faut que chez Microsoft, il y a un truc que j'ai annoncé, c'est les ambitions environnementales de Microsoft, qui étaient pour le coup ambitieuses pour une boîte de cette taille-là. Bon, il se trouve qu'ils ont mis pas mal de choses à la poubelle depuis, parce qu'avec l'intelligence artificielle qui demande énormément d'énergie, tout leur plan écologique, en gros, bon, voilà, on peut passer à l'as. J'étais ravi d'avoir annoncé ça à l'époque. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser pas mal à l'impact environnemental de la tech, du jeu vidéo, de tout ça, et il est énorme, sans surprise. Il est sans doute très sous-évalué d'ailleurs.
Et en fait, je pense que j'ai eu un peu un cas de conscience autour de tout ça, d'avoir beaucoup pris l'avion pour faire des réunions au bout du monde, d'avoir beaucoup vendu des consoles, des PC, des machins qui consomment énormément. Je me suis rendu compte que ça correspondait plus vraiment à ce que j'aimais de faire et que j'avais sans doute la capacité d'apporter mon expertise sur des sujets plus intéressants. Et en fait, là récemment, j'ai rejoint une structure qui s'appelle l'Oreca et qui œuvre pour démocratiser les low-tech. Et qu'est-ce que ce sont les low-tech? En fait, c'est des technologies, mais qui répondent déjà à un besoin bien exprimé et réel, on va dire, pas inventé par le marketing qui essaie de vous vendre un nouvel iPhone tous les ans. Donc là, il s'agit pas de créer un besoin, il s'agit de prendre les besoins et d'essayer de les satisfaire. C'est ça, et de la manière la plus écologique et la plus intéressante du point de vue de l'impact environnemental possible. C'est-à-dire, on se dit, OK, on a toujours besoin de se chauffer, de cuire nos aliments, de se déplacer, de communiquer même avec des ordinateurs, etc. C'est devenu un besoin réel aujourd'hui. Comment on fait pour que c'est le moins d'impact possible? Et les low-tech, elles aident à ça en proposant des solutions qui vont être plus intéressantes d'un point de vue impact. Donc ça va être, par exemple, t'as un four normal dans ta cuisine, là on va plutôt parler de four solaire. Mais s'il fait pas beau dehors ou que t'habites pas en Sicile, il y a des choses qui s'appellent les marmites norvégiennes qui utilisent en fait l'induction. Tu enfermes ton plat dans quelque chose qui est extrêmement isolé, et en fait avec la chaleur initiale, ça va cuire tout seul. Il y a plein de méthodes comme ça sur la récupération d'eau, la récupération d'énergie. Le solaire est intéressant, mais il y a plein d'autres choses. L'utilisation de matières recyclées ou upcyclées ou surcyclées, on dit en français. Ça va aussi exister pour un PC. Moi, il y a une anecdote que j'aime bien, vas-y. Que j'aime bien donner sur la. Je parlais du fait que j'étais en Sicile. Il se trouve que là, on voyage tous beaucoup par avion et tout le monde se dit, pour aller en Sicile, soit tu prends l'avion, soit tu prends le ferry. Et bon, l'avion est encore plus polluant, mais le ferry c'est pas terrible non plus. Donc, pour aller en Sicile, c'est assez polluant. Sauf qu'il existe un truc qui est génial, c'est qu'en fait, les Siciliens, ça existe depuis plus de 100 ans. Ils ont un train qui va jusqu'au bout d'Italie, qui monte sur un ferry qui traverse le détroit de Messine en 20 minutes et qui te refait sortir le train de l'autre côté. T'es monté avec ton petit train sur un ferry, t'es sorti de l'autre côté. Et en fait, c'est tout bête. Et ça, c'est typiquement une low-tech qui n'est appliquée à peu près nulle part, mais plutôt de prendre des ferries extrêmement polluants, de réfléchir à, comme certains poussent aujourd'hui en Sicile, à faire un pont énorme pour faire passer des voitures qui sont des systèmes complexes, etc. Tu prends ton train, qui est assez ancien pour le coup, qui monte sur un bateau, qui ressort de l'autre côté. Tu as une solution qui est hyper pratique, coûte pas cher parce qu'en fait tu as pris ton train de la même manière que tu avais prévu initialement, donc ça coûte ni cher pour le consommateur, pas très cher pour l'État qui met en place tes réseaux. Et donc c'est une solution hyper intéressante. La Sicile n'étant pas une région très riche, les solutions low-tech, il y en a beaucoup ici. Des panneaux solaires sur les toits pour chauffer l'eau, c'est quelque chose qui a toujours existé ici et qui est hyper important, des réservoirs d'eau, etc. Nous, en France, on n'a pas trop fait que ça revient. Et c'est aussi intéressant, en étant en Sicile, en s'intéressant au low-tech, moi, ça m'a beaucoup aidé, disons, à changer d'état d'esprit, à plus voir la tech comme une solution forcément, et à plutôt réfléchir d'une manière un peu différente. Ouais. Voilà, je te remercie. On a fait un petit peu le tour, hein, et on a bien compris surtout ton évolution, ta démarche. Tu disais déjà dans la première émission que, parce que tu allais en Allemagne, etc., l'avion, c'était pas terrible déjà par rapport à l'écologie. Donc, tu avais déjà une partie de cette sensibilité. Et puis, petit à petit, tu étais venu sur pas quelque chose de radical, c'est quelque chose qui nous sera que l'on acceptera ou qui nous sera imposé, c'est-à-dire de réfléchir sur nos consommations d'eau, d'électricité et nos façons de fonctionner autour de cette planète qu'on voudra garder le plus longtemps possible. Eh bien, je voulais juste que tu finisses un tout petit peu sur ton parcours scolaire, un petit peu. Oui. Donc, tu as fait un BTS, tu as fait quoi? Juste Alors, rapidement. moi, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Saint-Nazaire. Donc, j'avais commencé par du commerce, effectivement. Et en fait, j'ai bifurqué après vers une école de communication qui s'appelle Sciencescom, qui est à Nantes. J'ai fait tout mon cursus dans la région de Nantes. Et j'ai terminé effectivement par un stage de fin d'études où là j'ai déménagé à Paris où j'ai vécu assez longtemps, mais un retour à Nantes et dans les quartiers. Voilà. Et est-ce que tu as été obligé de te former au fur et à mesure des évolutions de ton travail ou ça s'est fait sur le tas? Écoute, ça c'est un peu les deux, je dirais, parce que c'est des métiers qui ont beaucoup évolué. C'est bien, donc même des domaines un peu technologiques où en plus
les plateformes elles-mêmes changent, etc. T'en as une nouvelle qui arrive. Il y a un peu je me suis formé avec l'aide des différentes entreprises que j'ai eues. J'ai aussi pu faire un peu des formations à côté de temps en temps. Mais ouais, il y a des formations qui continuent constamment. La communication, ça a l'air d'être du bon sens, mais en fait, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Et de toute façon, ça fait jamais de mal de se reformer un peu quand on en a la possibilité, évidemment. Puis dans la communication et dans le commerce, les outils évoluent tellement vite qu'il faut bien entendu se mettre à la page. Voilà. C'est ça, voilà. Exactement. Eh ben, je te remercie, Thomas. Donc, c'était... comment on appelle ton métier? Parce que je crois qu'on l'a pas nommé. C'est un bon point. On va l'appeler chargé de communication en général. Chargé de communication. D'accord. Ouais. Donc, c'était Thomas et Xavier pour Mon métier, ma passion. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, un nouveau métier, une nouvelle personne passionnée. Et je vous dis bonne semaine. Au revoir.